à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va la reprendre d'ailleurs sur un point très précis par rapport au total supply disponible de Bitcoin. Je vous ai annoncé 10% qui est détenu actuellement par BlackRock. Effectivement, je le fais naturellement, mais c'est important de bien préciser les choses. Je ne parle pas de l'ensemble du market total vis-à-vis de Bitcoin, vis-à-vis des 21 millions de Bitcoin, mais bel et bien le supply disponible, qui en fait donne lieu directement à une rencontre entre l'offre et la demande, qui est donc disponible, soit accessible, et qui fait tout simplement le price action de Bitcoin. J'aimerais en reparler ensemble. On va prendre vraiment 30 secondes pour le redire juste après ça. On va parler d'inflow, on va parler de la hype, notamment de Gartner, vis-à-vis de ces cycles d'adoption, et peut-être que vous pourrez aussi le commenter, et je serai très heureux d'avoir vos avis par rapport à cette représentation-là. J'en ai une qui est très personnelle, j'aimerais vous la communiquer, vous la témoigner. On l'a souvent fait pendant quelques mois en arrière. J'aimerais le reprendre avec vous, on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. N'hésitez pas à rejoindre la communauté des rois. Également une stratégie qui est disponible directement dans l'onglet documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer et également la partager à vos connaissances qui vous sollicitent dès aujourd'hui pour vous demander des conseils et éventuellement des préconisations pour investir dans des crypto-pépites et notamment dans Bitcoin. Est-ce le bon moment ? Alors la chose la plus simple à faire, c'est de transférer directement cette stratégie. C'est une stratégie de risk management, c'est complètement gratuit, c'est 18 pages, extrêmement facile à lire et extrêmement facile à prendre en main. Ça peut être éventuellement un bon tremplin pour commencer à s'initier dans l'univers de l'investissement et des crypto-monnaies. Bon, il semblerait que ce soit extrêmement haussier et qu'on passe d'une situation de range à une situation de tendance. J'attendrai personnellement les clôtures trimestrielles de fin mars, donc on y est quasiment, d'ici une vingtaine de jours, nous y serons. Je ne pense pas qu'on ait une dégradation significative, bien que l'emploi était un tout petit peu au-delà des attentes du marché, donc c'est pas forcément une alerte, mais une première interrogation. Je le rappelle de quelque chose extrêmement simple, c'est que Jérôme Powell commence à s'intéresser au chômage quand ça dépasse les 4,1. Donc c'est pas moi qui l'invente, c'est quand on avait fait des recherches très approfondies il y a plus d'un an en arrière par rapport à des prises de parole et un intérêt particulier de Jérôme Powell lorsque le chômage avait dépassé les 4,1. Donc actuellement on est passé de 3,7 à 3,9. Donc finalement c'est toujours la même chose, donc on est en dessous des 4,1. Je pense pas qu'il y ait un intérêt réel à le regarder. Dès qu'on le passe, à ce moment-là, il faudra se mettre en mode alerte. Voilà. Pas forcément danger, mais mode alerte pour savoir comment les banques centrales, et notamment la Banque centrale américaine, réagira par rapport à cette situation-là. Tout à l'heure, on aura le CPI. Je pense qu'il sera plutôt bon. Si vous prenez Trueflation, on le fait très très régulièrement. Donc je rappelle qu'au niveau de Trueflation, les données sont actualisées à un moment donné directement sur la blockchain, alors que les informations et les calculs qui sont pris par rapport à l'inflation du CPI et CPI Core par rapport aux États-Unis, a toujours un décalage de 12 mois, notamment du côté de l'immobilier. Bon, voilà, donc il faut le savoir. Mais c'est plutôt une tendance qui pourrait se valider, si vous voulez, dans les 6 à 9 prochains mois. C'est-à-dire qu'actuellement, on serait à 3, 3,1, 3 à peu près, et dans les 6 à 9 prochains mois, on devrait atteindre les 1,7 par exemple, ou 1,6. C'est clairement la tendance que ça nous donne. Et si vous prenez la moyenne pondérée de cette chose-là, ça fait à peu près 2,3. Ce qui finalement est au-dessus des attentes de la Banque centrale américaine, encore une fois. Donc, est-ce que ça pourrait ralentir ou décaler la baisse des taux vis-à-vis de la Banque centrale américaine ? C'est pas impossible. Et ça, je pense que, encore une fois, le marché le sanctionnera et que la Banque centrale sera contrainte de baisser ses taux, comme elle l'a toujours fait. Elle a toujours été contrainte de baisser ses taux. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas, le marché ne le prend pas en considération et tout est haussier. Donc, autant en profiter et jouer quelques petits plays. Je vous donne un objectif théorique qui généralement se concrétise si vous prenez des actions plus traditionnelles, notamment technologiques, et si vous le prenez vis-à-vis de Bitcoin, c'est assez représentatif de ce qui se passe vis-à-vis des extensions. Bon, c'est pas compliqué, si c'est vertical et complètement vertical et qu'on va aller chercher des objectifs de prix, la dernière fois que ça s'était passé quand on avait transpercé les ATH, même si on avait un petit peu rangé, vous vous rappelez ici, c'était mes post-halving, donc bon, on est un petit peu en avance et c'est bien évidemment directement lié vis-à-vis de l'approbation des ETF au comptant Bitcoin. D'ailleurs, il y a une news qui vient de passer concernant Ethereum. Donc beaucoup ont la certitude que ça devrait passer. Beaucoup me donnent la signification et la concrétisation par rapport à BlackRock qu'on ne peut pas le refuser. Je ne serais pas si certain que cela personnellement. Donc je fais toujours en fonction de ce que je vois, pas du tout en fonction de ce que je crois. Le jouer maintenant,
c'est pas complètement inintéressant parce que le momentum reste haussier, donc c'est facile à jouer ici. Et je rappelle que les trades les plus aisés sont généralement les plus risqués, les plus ardus sont généralement les plus rémunérateurs. Mais c'est passé de 60-70% de chances d'approbation à 30% de chances par rapport à des dernières news qui sont passées. Je vous le partagerai d'ailleurs sur Twitter. Si on reprend par rapport à la fractale qu'on peut se donner précédemment, vis-à-vis d'une accélération infernale vis-à-vis de Bitcoin, par rapport au cycle précédent. Bon, bah, c'est pas très compliqué. Vous tirez votre Fibo et on va chercher en fait des extensions, par rapport à Bitcoin. Et vous voyez qu'à un moment donné, on a commencé un petit peu à consolider pendant plusieurs jours. C'était entre les 618 et 2, tout simplement de l'extension, ce qu'on appelle aussi les garages jaunes pour information. Donc ici, on avait commencé à un petit peu latéraliser. Je vous le donne en 1000. Si on le prend directement vis-à-vis de Bitcoin, ça fait entre 120 et 130 000 $. Donc on peut partir en ligne droite jusqu'aux 130 000 $. Et la dernière fois que ça s'était passé, bon bah c'est pas compliqué, hein, dans une accélération, lorsqu'on a transpercé les ATH et qu'on a clôturé juste en daily ou en weekly au-dessus des ATH, bah grosso modo on avait mis 25 jours pour faire x2. Voilà, donc vous prenez 25 jours maintenant, fin mars, x2, 120 000 $. C'est pas complètement délirant vu les inflows qu'il y a encore du côté des ETF au comptant Bitcoin. C'est violent, foudroyant. Honnêtement, j'ai pas de mots pour vous le dire. Face à encore 500 millions de dollars qui ont été ajoutés, 562 millions de dollars du côté de BlackRock. Bon, honnêtement, j'ai pas de mots. Si ça avait été prévu depuis très longtemps, bravo, parce que là, pour le coup, on a souvent essayé de dénoncer les délits d'initiés du côté des US et du côté de grands institutionnels, en prenant bien sûr des passettes et sans jugement de valeur. Là, pour le coup, je ne l'ai pas vu venir. Et c'est pas grave, on était exposé, donc on le joue bien évidemment. Et on est très content de mettre notre wallet dans le vert pour celles et ceux qui sont exposés depuis quelques temps maintenant. Bon, on continue avec une deuxième petite chose. Ça, je pense que c'est important. Ah bah non, je vais finir quand même par rapport aux extensions. Hein. Ici, on le reprend exactement la même chose par rapport à ces extensions. Vous prenez top au bottom par rapport au précédent cycle. Top, bottom, et vous allez chercher des extensions. Donc on peut partir en ligne droite, voilà ici, entre les 100 000 $ et les 122 000 $ sans aucun problème. Voilà, assez simple, à la fin du mois. Why not? Ça peut être bien évidemment jouable, très difficile à jouer, parce que le premier niveau de support se trouve aux alentours des 50 000 $ pour information. Voilà, il faut savoir que si Bitcoin ne clôture pas, c'est même pas il va, ne clôture pas en dessous des 50 000 $, bah ça reste haussier, jusqu'à preuve du contraire. Il faut le comprendre comme ça. Donc ça paraît beaucoup, mais en fait, si vous regardez pas mal de vos crypto-monnaies qui ont déjà performé, pas forcément surperformé, mais performé, vous leur enlevez à peu près 30 ou 35%, ça ne remet absolument pas en cause la dynamique de fond et la tendance qui tente d'être prise. Alors, toutes nos crypto-actifs sont de toute manière encore en range, voire en dessous de son premier arrêt. L'objectif, c'est bien évidemment, et ça, c'est ce qui concrétise un alt season, c'est la récupération de nos altcoins par rapport à Bitcoin. Donc on va repondérer, on va se resolidariser, resynchroniser par rapport à la dominance de Bitcoin. C'est-à-dire ce que Bitcoin a fait en l'espace de 6 mois ou en l'espace de 1 an, bah nos altcoins peuvent le faire en l'espace de 4 jours. Voilà, je vous le dis en toute franchise. D'ailleurs, pour en parler, j'ai un très très bon exemple. Alors, c'est pas forcément un excellent exemple, mais vous prenez AMP. Alors, je vais aller sur je vais aller là-bas sur CoinMarketCap, ce sera plus simple. AMP. Bon, si vous ne connaissez pas AMP, c'est un système de paiement décentralisé qui est né il y a plusieurs années maintenant. C'est un projet qui est complètement sous les radars et le bébé, il prend 300% en une journée. Voilà, donc ça, c'est plutôt représentatif de ce qui pourrait éventuellement arriver à pas mal de nos cryptos un petit peu sous les radars. Donc, est-ce qu'il faut les holder indéfiniment? Est-ce que toutes les cryptos vont faire ça? Évidemment que non. Mais il y a de grandes chances que, avant de tomber probablement à zéro, comme je pense 97% des cryptos dans les 10 prochaines années, voire avant, on peut même parler des 5 prochaines années, ça revient généralement chercher les moyennes. Et c'est ce qu'on travaille notamment avec les académiciens, ça revient chercher des moyennes. Donc on peut avoir une target de prix assez pessimiste aux alentours des 0,040 vis-à-vis de AMP si on vient à valider des clôtures d'arrachement haussier. C'est exactement ce qui s'était passé il y a 16 mois du côté de Bitcoin. Lorsqu'on a eu ces arrachements haussiers et des clôtures pour maintenir ces arrachements, à ce moment-là, on est parti dans un magnifique flux, puis un deuxième flux, puis potentiellement un troisième flux qu'on est en train de vivre. Et généralement, ces 3 flux sont toujours précédés de 2 flux baissiers. Et on attend ces 2 flux baissiers sur Bitcoin. Mais il peut très bien se produire dans, je sais pas moi, dans 1 mois, dans 2 mois, parce qu'on ne peut malheureusement pas timer ce marché. C'est impossible à faire. Certains s'y tentent, certains finalement s'y brûlent. Et ça peut très bien continuer, notamment via des vagues
en extension. Si vous êtes un peu idiotiste, si vous vous y intéressez, c'est ce qu'on appelle des 25 étendus ou des 25 par extension, qui peut être extrêmement violent, notamment à la hausse. Ce qui est intéressant aussi, je suis tombé là-dessus, c'est, je vous en parle parce que ça peut peut-être vous servir, il y a un nouvel onglet sur CoinMarketCap, alors peut-être que ça fait longtemps qu'il y est, moi je ne l'avais pas remarqué, c'est Analytics. Et Analytics, c'est assez sympa parce que ça permet de donner en fait un point de vue plutôt on-chain vis-à-vis de nos crypto-monnaies. Donc par exemple les adresses par possession, les avoirs des whales par exemple, ou les adresses pour durée de possession. Donc les holders, 75% à peu près des adresses sont plutôt en hold côté AMP. Vous avez 70, 69,98, allez on va arrondir à 70% de whales qui détiennent des tokens. Et ça je pense que ça sert strictement à rien puisque ce qui nous intéresse, c'est plutôt de savoir quelle est la concentration de crypto-monnaies par rapport à un nombre d'adresses données. Un exemple très concret, c'était très répandu en 2020-2021, vous aviez grosso modo 97-98% du supply qui était détenu par 1% des adresses les plus riches. Et ce qui est intéressant, quand vous avez en fait une rétention de supply, et ça permet en fait de répondre à cette interrogation, ou en tout cas à ces différents commentaires que j'ai reçus par rapport au supply disponible et accessible, vous comprenez bien que si 99% du supply est détenu par 1% des adresses et ce sont des holders qui ne veulent pas vendre, ce n'est pas en fait du supply disponible et accessible, même s'ils sont considérés dans la cale holder. Dès lors, s'il y a une demande prépondérante par rapport à l'offre, par rapport à une très faible quantité de tokens, eh ben le prix est explosif. Mais ça peut aller extrêmement loin. Ça peut faire des x10, x20, x50, jusqu'à ce que les whales décident de vendre. Et généralement, quand elles décident de vendre, donc c'est jamais tout d'un coup et une seule baleine, c'est généralement des signaux qu'on peut avoir précurseurs, avec des énormes M-top, voire V-top qui se proposent, et qu'on se retrouve avec des moins 70, moins 60% en l'espace un quart de demi-journée, si vous voulez. Donc ça, il faut faire relativement attention à ça. Donc une énorme volatilité très spéculative, mais les montants sont extrêmement importants. Et c'est ce que je voulais dire par rapport à Bitcoin. On sait qu'il y a 21 millions de Bitcoin, donc actuellement, il n'y en a pas 21 millions, il y a un peu plus de 19 millions. Et actuellement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près 2 millions de Bitcoin qui sont détenus par des holders où le supply est disponible. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité, la possibilité de les vendre, si vous voulez. Ou en tout cas, ou on-chain par rapport à des analyses on-chain de la transaction. Il y a eu des mouvements sur ces adresses depuis moins de 6 mois, depuis moins de 12 mois, etc. Donc, on part du principe, par déduction, que ce sont des bitcoins qui sont disponibles, accessibles, et notamment sur les échangeurs. Donc, on sait, au niveau on-chain, qu'il y a de moins en moins de bitcoins, et je parle ici de bitcoin, disponibles sur les échangeurs centralisés comme décentralisés. Donc, ce qui réduit la quantité accessible de bitcoin. En fait, si on part du principe que Ibit de BlackRock a pris 200 000 bitcoins dans l'espace de 2 mois et que le supply disponible est égal à 2 millions, pas 21 millions ou pas 19 millions, mais 2 millions de bitcoins, qu'est-ce qui se passe aux 2 millions unième bitcoin? À combien sera le prix de ce bitcoin? Et c'est clairement ça qui fait le price action. C'est clair, c'est cette rencontre entre l'offre et la demande corrélée par rapport au supply disponible, tout simplement. Donc peut-être qu'il y a des gros portefeuilles qui vont se réveiller depuis 5 ans, depuis 6 ans, comme on l'a vu notamment précédemment, et ça fait toujours beaucoup parler sur Twitter, mais partez du principe que quand on avance que BlackRock détient 1% des bitcoins, c'est la vérité, mais partez du principe que l'impact sur le prix, et c'est clairement ce qui m'intéresse en tant qu'investisseur, en tant que holder de bitcoin et de crypto-monnaie, c'est quelle est la quote-part de supply disponible à un instant T. Et actuellement, il est à peu près de 2 millions de bitcoins, soit 10% des bitcoins ont été aspirés, donc disponibles, je précise bien, et vous avez eu raison de me reprendre par rapport à ça, mais ce n'est pas les 19 millions de bitcoins qui ont un impact sur le prix, c'est bien les 2 millions qui sont disponibles. Et c'est comme ça qu'on crée des chocs de demande. Donc je pars du principe que si ça continue à s'accélérer, et que finalement dans 6 mois, BlackRock prend 2 millions de bitcoins, ce qui sera finalement pas énorme, ça correspondra, et vous avez raison, à peu près à 10% du supply total de bitcoin, partez du principe qu'il ne sera pas à 70 000 $. Il sera un petit peu plus valorisé, voire énormément plus valorisé. Et il y a déjà des targets, et je suis très heureux de les regarder et de les lire. Nous, ça fait plusieurs années qu'on les a chez les rois, puisqu'on avait déjà fait ce travail-là il y a très longtemps, et on avait déjà annoncé le top, que ce soit temporel ou que ce soit en termes de prix, sur les 230 000 $ pour août 2025. Alors, je vous le dis en toute franchise, je ne sais pas ce que fera Bitcoin d'ici là. Il peut faire un double backflip arrière, en fait, ça ne m'intéresse pas. Moi, je le regarde, je le commente, je le surveille, je l'écoute. C'est ça mon boulot. Et puis derrière, moi, ma target, elle est clairement ici. 230 000 $, mon objectif d'Hermès, si vous voulez, l'objectif final d'Hermès par rapport à tout ce cycle de bull run, c'est à peu près 230 000 $. Mais Bitcoin peut très bien faire ça. Je vous le dis en toute franchise. Il peut très bien partir et puis revenir ici. À ce moment-là, on prendra des profits, bien évidemment.
Et je sais qu'il y a des targets à 1 million de dollars, il y a des targets à 3 millions de dollars, il y a des targets qui sont beaucoup plus importantes. Et ça, en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut prédire aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on verra arriver. Est-ce que oui ou non, c'est tenable dans le temps? Est-ce que cette forte hype, volatilité, pression, momentum haussier est tenable dans le temps? En réalité, on peut le voir et on le verra on-chain. Est-ce qu'il y a une poursuite d'accumulation? Est-ce que les ETF continuent à absorber des quantités astronomiques de Bitcoin? Si vous voyez ici du rouge, je vous le dis en toute franchise, si vous voyez rouge, eh ben ça veut dire que ça vend, hein, bien évidemment. Et si ça vend, ça veut dire que ça se distribue. Et si ça distribue, généralement, c'est pas évident de faire monter et de continuer à faire monter Bitcoin tout simplement. Maintenant, j'avais envie d'aller un tout petit peu plus loin avec vous et je trouvais ça intéressant. Même si on pourrait revenir par rapport aux analyses au niveau des tokens. Oui, d'ailleurs, je vous en donne un, ça va peut-être vous faire rire. On peut regarder, et je vous inviterai d'ailleurs à faire ces recherches. Hein, si vous le souhaitez, on pourra même le commenter ensemble lors des lives du vendredi à 12h30. Ce qu'il faut regarder, c'est ça qui est intéressant, c'est le côté un petit peu pratico-pratique. Il faut regarder là où il y a le plus de whales qui concentrent le maximum de tokens. Parce que c'est elles qui ont une pression de disponibilité à un instant T par rapport au supply disponible. Il faut vraiment le prendre comme ça. Il ne faut pas avoir peur s'il y a marqué 90%, 95% des tokens sont détenus directement par des whales. C'est pas grave, de toute manière, c'est quasiment tous les tokens. Et c'est elles, en fait, qui ont la capacité de décaler le prix, mais de façon extrêmement violente. Il faut le comprendre comme ça. Moi, j'ai un token que j'aime bien. Par exemple, c'est Basic Attention Token. Ça fait très longtemps que je le hold. Je suis assez content qu'il reprenne quelques pourcentages, alors qu'il était complètement sous les radars depuis plusieurs... Et j'utilise Brave, d'ailleurs, le navigateur, et BAT, Basic Attention Token, et le token natif de cet exchange. Donc, c'est pas un échangeur décentralisé, mais ça peut tendre à l'être ou à le devenir dans les prochaines années. En tout cas, j'espère. C'est l'ancien fondateur, d'ailleurs, cofondateur de Mozilla Firefox. Et ici, vous avez 45% de whales. Vous pouvez aller chercher le all ici. Et ce qu'il faut vraiment regarder, c'est est-ce que depuis un an, on est daté à peu près depuis 1 à 2 ans, est-ce que ça continue à augmenter du côté des whales? Dès lors, on est bien ici en phase d'accumulation. Si les whales prennent partie prenante par rapport à la target ou par rapport à la tendance vis-à-vis de l'absorption des tokens, si c'est des whales qui le font, faites comme elles. Moi, je fais comme elles. Moi, je ne me pose pas de questions. Si vous voulez devenir une whale demain, pas compliqué, faites comme elle aujourd'hui et vous verrez que ça peut éventuellement se réaliser dans les 10 ou 20 prochaines années. C'est le but du jeu. Donc je vois en fait que depuis plusieurs mois, voire années maintenant, il y a beaucoup d'accumulation du côté des whales vis-à-vis de Basic Attention Token. Quand à un moment donné, elles vont vouloir en fait ne plus influencer le price action directement sur les échangeurs centralisés comme décentralisés, à ce moment-là, le prix peut littéralement se décaler. Vous prenez Basic Attention, vous prenez 30 centimes, vous le balancez à 10 $. Oui, mais si tout le monde veut à un moment donné T par rapport à une news et que les whales ne veulent pas vendre, à un moment donné, il faut bien acheter ce qu'il y a disponible. Et s'il y a très peu de tokens disponibles, partez du principe qu'on va les payer cher, les tokens qui sont disponibles. Pas ceux qui sont libérés, ceux qui sont disponibles. Je pense que c'est vraiment une nuance qu'il faut vraiment avoir en conscience. D'ailleurs, je vous fais une petite blague, ça me fait juste rire. Je vous en donne 2. Le premier, c'est BNB. Ça peut intéresser pour savoir est-ce qu'il y a des gros holders de BNB, des grosses whales de BNB. Bon, je vous la fais courte. CoinMarketCap a été racheté il y a 3 ans par Binance. Et bizarrement, il n'y a pas le côté analytique. Donc ça m'a fait juste un petit peu sourire. J'ai dit, ils sont vraiment coquins. Donc je pars du principe que c'est un petit peu la même trempe que tous les échangeurs, que tous les tokens natifs, si vous voulez, vis-à-vis des échangeurs centralisés. On peut éventuellement aller regarder le Chronos de crypto.com. Est-ce qu'il y a l'analytique? Oui, bien évidemment, on va mettre les concurrents. Est-ce que c'est assez délirant? Regardez ça, les whales, 92%. Donc, croyez-le ou non, c'est un token qui peut se décaler littéralement, mais pas en termes de valeur, encore une fois, en termes de prix sur un très court moment. Vous dites 92%, c'est énorme, mais je vais vous en montrer un autre, ça va peut-être vous faire sourire. BGB de BitGet. C'est un nouveau token. D'ailleurs, il y a un token qui va apparaître par rapport à leur wallet décentralisé. Ça peut être super sympa. On en parlera ensemble d'ici quelques jours. C'est moins capitalisé, beaucoup moins capitalisé que le BNB, moins capitalisé, 4 fois moins capitalisé que le CRO de crypto.com. Et là, ça va vous faire peut-être rire. 99,45% des tokens sont détenus par des whales. Donc, croyez-le ou non, il y a quand même des whales du côté de BitGet. Et c'est clairement je vous le dis en toute franchise, quand on voit ça, souvent quand il y a vraiment de la hype, ça décale les tokens. Voilà, donc si vous n'êtes pas chez BitGet, si vous n'utilisez pas les services de BitGet, il n'y a pas vraiment d'intérêt à posséder ou à holder du token BGB. Par contre, si vous êtes partie prenante, et je suis personnellement partenaire de BitGet, et d'ailleurs vous avez des offres du côté des rois du Bitcoin, vous pouvez directement vous inscrire et vous avez 25 $ offerts en spot, vous pouvez faire ce que vous voulez avec,
directement. Donc, j'ai mis jusqu'au 29 février, mais je le cours jusqu'à la fin du mois. Vous avez mon lien dans la description et je vous envoie en spot, donc en fiat, directement 25 USDT. Vous en faites ce que vous voulez, ça pourrait payer des marges, etc. Et vous avez beaucoup de cadeaux, beaucoup de tickets, beaucoup de récompenses à aller chercher pour pouvoir réduire vos frais. Ça peut être intéressant sur les 6 premiers mois si vous voulez un échangeur qui aujourd'hui est vraiment partie prenante du secteur francophone. Voilà, donc c'est aujourd'hui travailler avec beaucoup de francophones, ça fonctionne très bien, c'est encore disponible. Je le dis, je le redis, je le dirai pas souvent, mais on a beaucoup travaillé avec des échangeurs centralisés, singapouriens, qataris, autres américains, etc., qui aujourd'hui n'ont plus la possibilité d'intervenir sur le sol français. Ils se sont fait tout simplement éjecter, de par les dérivatifs, de par les perpétuels futurs, de par le copy trading, de par les options, etc. Mais toutes celles et ceux qui étaient inscrits en amont de cette interdiction, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas professionnels, ça veut juste dire que par rapport à l'AMF et par rapport à la réglementation européenne, il y a des cadres qui sont extrêmement stricts pour pouvoir protéger les petits porteurs. Donc, on est probablement conscient de cela et je fais appel à l'ensemble de notre résilience commune et de notre discernement pour ne pas mettre les pieds dans ce qu'on ne maîtrise pas, mais partez du principe qu'il est peut-être plus raisonnable, si vous voulez demain vous initier à du trading amateur ou à de l'investissement plus actif que juste mettre des billes pour pouvoir les holder pendant les 10 prochaines années, et à quel point c'est peut-être la meilleure solution, soit dit en passant, ça peut être intéressant de s'inscrire en amont. Parce que si vous êtes inscrit en amont, vous ne serez pas éjecté. Voilà, je vous le dis juste comme ça, je pense que c'est important de le rappeler. Donc j'ai pas plus de choses à dire vis-à-vis de ça. Honnêtement, c'est plutôt pas mal à observer, hein. C'est que des Wells qui sont là-dedans, et puis vous avez voilà, une belle tendance qui est en train de se mettre en place, pas mal de holders qui continuent à pousser ce token-là, et puis ça se voit sur le cours, bien évidemment, il n'y a pas de secret, hein, ça continue, et c'est, je pense, très loin d'être terminé. En tout cas, je l'espère, par rapport à cet échangeur qui prend de plus en plus de place dans le paysage des cryptophiles. Bon, on finit sur 3 petites news, et j'irai pas beaucoup plus loin par rapport à ces hypes de Gartner, ces courbes d'adoption, qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Bon. Je vous avais tweeté ça il y a quelques temps en arrière, je pense que c'est important de le reprendre ensemble, et je vous avais tweeté, en 98, 7% des gens ont un accès à Internet. Donc ce qu'on pouvait appeler les early adopters, les premiers adoptants, pré-novateurs. Bon. En 2024, 7% des gens possèdent des crypto-monnaies. Donc je mets dans ce cadre-là qu'on n'est clairement pas en 2005, 2006, 2007 comme on peut éventuellement nous laisser entendre par beaucoup de personnes qui sont extrêmement compétentes et qui font partie de ce monde-là. Je pense qu'on est encore avant cela. Hein, vraiment dans les early, à essayer, et c'est juste ça, à essayer de comprendre la technologie dans laquelle on est. Je vous explique de façon extrêmement fondamentale et psychologique. Prenez ce cas de figure-là. Quand vous arrivez sur des révolutions, des ruptures technologiques, si vous étiez avant 2000, vous comprenez bien que vous étiez forcé d'essayer de comprendre et d'appréhender les infrastructures et la technologie. Comment fonctionne un mail? Comment envoyer un mail? Aujourd'hui, je vous pose la question, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes, et moi le premier, je vous le dis en toute franchise, qui arrivent à expliquer concrètement comment un mail est envoyé, sur quel protocole est envoyé. Par contre, aujourd'hui, je suis assez serein pour vous expliquer comment fonctionne le protocole d'Ethereum, comment fonctionne la smart contract ou comment fonctionne le protocole de Bitcoin et la blockchain Bitcoin. Et à quoi sert Bitcoin au sein de la blockchain Bitcoin. Hein, c'est intéressant parce que vous avez Bitcoin avec un B majuscule et la blockchain est B minuscule qui est le token. Très important. Et pourquoi d'ailleurs Bitcoin, il y a un token? Ça sert à quoi? Voilà. Tout ça, je peux vous le dire. Maintenant, de vous expliquer comment fonctionne un email, ou comment fonctionne un messenger, ou comment fonctionne un site internet, même si quelques notions, on peut les avoir, partez du principe que c'est plutôt donné à ceux qui étaient avant les années 2000, hein, par rapport à ces infrastructures. Dès lors, je pense qu'on est clairement en amont de cette bulle rétroactive de hype sans précédent, et on commence à le voir vis-à-vis des médias attention. Donc ça, c'était plutôt chouette à observer. Et puis, les petites coquilles qui y vont, et je le rappelle par rapport à ces cyclicités qu'on fait énormément chez les rois, je vous le redonne par rapport à ici, vous avez ici le take-off, first sell-off, bear trap, et on peut partir du principe en fait que ce bear trap, on pouvait éventuellement essayer de le prétendre par rapport à une cyclicité de 4 ans, par rapport à des bulles respectives. Mais peut-être que ce bear trap, on l'a vécu. Et il est où ce bear trap? Je vous le donne, j'essaie de faire des chassés croisés. En fait, il est ici le bear trap. Voilà, aussi bien le bear trap par rapport à la phase institutionnelle, et ça fait longtemps qu'on sait qu'on est dans une phase institutionnelle, que le bear trap en fait a eu lieu. Mais l'énorme pullback on peut dire délivration, on peut le conceptualiser, de
réduction des marges et des leviers, c'est fait ici, si vous voulez. Donc on peut partir du principe qu'en fait, le bear trap, c'est ça. Voilà. Et si c'est ça, lorsqu'on a les médias attention, on est bien au début de quelque chose. On n'est pas à la fin d'un cycle. On est vraiment au début d'un cycle et on peut avoir des décalages de prix qui sont très violents, extrêmement violents. C'est-à-dire que je ne m'interdis pas et ne nous interdisons surtout pas d'observer un Bitcoin à 300 000, 400 000 ou 500 000 $. Ça n'ira que à l'imaginaire de l'ensemble et du collectif et du consensus, tout simplement. Je pense que c'est extrêmement important. Et oui, par rapport aux médias, il y a encore des petites coquilles par rapport au Bitcoin vis-à-vis de la valeur de Bitcoin qui sera divisée par 2. Ça m'a fait sourire, je vous le donne parce que c'est croustillant et puis c'est de bonne guerre. Le halving qui, je crois, est prévu mi-avril. Le halving, on le rappelle, c'est le fait de diviser par 2 la valeur du Bitcoin pour, là encore, stimuler la demande. Voilà, diviser par 2 la valeur de Bitcoin. Donc on se donne rendez-vous à 35 000 $, pas très loin de la target de pullback d'Hermès aux 32 000 $. Donc merci à BFM TV, ça m'a fait rire. Et c'est aussi passé sur France 2, le chiffre 12 jours, 72 717 $. Donc on est bien dans cette cyclicité par rapport à des médias attention qui signent le début d'une accélération pour avoir des décalages de prix, et non pas de valeur, mais de prix qui peuvent être complètement folles. Donc je reprends par rapport à cette cyclicité, vis-à-vis de Gartner ou de Boehner, vous en avez beaucoup, vis-à-vis de ces cycles d'adoption par rapport à ces abîmes. Donc peut-être qu'on a vécu l'abîme ici, et qu'on commence à rentrer dans une majorité précoce, et on va peut-être la vivre actuellement. Je le dis, je le rappelle, lorsqu'on passe de ces abîmes vers la majorité précoce, les décalages de prix sont généralement les plus violents. C'est exactement ce qui s'était passé par rapport à la bulle de .com, notamment des années 2000. C'est ici où on a pris conscience de la possibilité infinie, et je dis bien infinie, de la technologie ou de ces ruptures technologiques, notamment vis-à-vis d'Internet. Donc les décalages peuvent être violents, peuvent être persistants également dans le temps, sans aucun pullback et sans aucun retracement, même si on est venu à plusieurs reprises chercher les premiers arrêts, mais ça fait des belles accélérations. Quand vous prenez l'indice à 200%, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Donc on peut vraiment vivre ça, et on est peut-être qu'au début de tout ça. Et je le reprends par rapport à Gartner, vis-à-vis du lancement, du sommet des attentes surdimensionnées, du creux de la désillusion, de la pente de consolidation. Et là, j'ai envie de vous faire intervenir. Pourquoi ? Parce que je pense qu'en fait, on est toujours au lancement. Je ne pense pas en fait qu'on est parti chercher d'ores et déjà le sommet des attentes surdimensionnées. Et quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était en 2017, par rapport à ce cycle de bulles qu'il y avait eu sur les crypto-monnaies, où on était passé de quelques centaines de dollars à plus de 20 000 $, où on avait eu ce sommet des attentes surdimensionnées. Non, je pense qu'en fait, c'est la technologie et l'accès à l'information qui a donné ce phénomène-là, qui était en fait très à la fois éphémère, mais pas forcément concrétisé par rapport à une adoption. Puisqu'en fait, la plupart des gens qui étaient à ce moment-là ont tout simplement quitté le navire, et très probablement, ils ne sont jamais retournés. Donc, je ne le prends pas en considération par rapport à un cycle d'adoption précoce vis-à-vis de cette cyclicité-là. Donc, bon, bien sûr, c'est beaucoup de philosophie autour de tout ça, mais je pense qu'on est encore dans le lancement, et que le sommet des attentes surdimensionnées, nous ne l'avons donc pas encore vécu. Et là, je peux peut-être me mettre à dos quelques analystes ou économistes. Pourquoi ? Puisque généralement, quand on a dans cette période de chasse, d'abîme, de pullback, etc., on est censé déjà avoir vécu en fait ce sommet de toutes les attentes, etc. Et je pense, moi, qu'on ne l'a tout simplement pas encore vécu. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment. Donc, je décalerai tout simplement ceci un tout petit peu plus. Ou en tout cas, je décalerai ça un petit peu plus. En tout cas, je pense que on n'a pas encore vécu ce qu'on est en train de vivre actuellement. Dès lors, les abîmes, le gros pullback, la mort dans l'âme de la... Oui, c'est ça qui était important, le fameux creux des désillusions, bienvenue, mais on ne l'a pas encore vécu. Alors que beaucoup pensent qu'on l'a déjà vécu. Moi, je ne pense pas. On l'avait vécu ici d'ailleurs, cette fameuse désillusion. Et il avait réellement perdu, on est parti moins 50%. Donc vous allez peut-être rigoler par rapport à la volatilité Bitcoin, perdre 50%, je rigole. Ouais, mais quand on n'a pas l'habitude de perdre 50% de son capi lorsqu'on met la moitié de sa maison dessus, c'est difficile et beaucoup vont le faire. Et on ira chercher très probablement des extensions complètement délirantes. Voilà. J'espère que je vous ai donné peut-être une visibilité un petit peu différente, quelques idées reçues à essayer de challenger, et c'est ça l'objectif en fait de la communauté, c'est qu'on se challenge, on challenge nos raisonnements, nos opinions et nos représentations, donc ce qu'on peut faire du marché par rapport à notre écoute du marché, et il faut le faire au quotidien, et voilà. Je voulais juste vous donner ça en mille, je pense qu'on n'a toujours pas vécu ce sommet des attentes surdimensionnées, et dès lors, ne rions pas, ô grand Dieu, ne rions pas des targets complètement
ubuesque de ce que peut donner le patron de Grayscale ou Cathy Wood de Ark Invest, etc. Un bitcoin à $1 million, un bitcoin à $2 millions. En réalité, le prix ne sera que psychologique. Ce ne sera que la représentation d'une émotion et non pas d'une valeur, évidemment. Et plus le prix va s'étendre et s'exposer vers la Lune, plus le retour de l'élastique sera extrêmement violent. Et on vivra ce fameux creux de désillusion. Mais ce creux de désillusion passe toujours par ce flippening entre les early et la majorité, entre guillemets, précoce, et de l'adoption massive, potentiellement inarrêtable,